Car Vertical première. Je sais pas si vous saviez, mais sur Car Vertical, on peut aussi vérifier les motos. J'étais pas au courant. Bah, je viens de découvrir un truc là. Non mais regardez-moi cette S1000 XR, genre elle a pris un truc dans le nez, maintenant elle est... Tu sais le truc de Shrek qui fait... L'autre truc qui me fait quand même de la peine avec cette pauvre S1000 XR. Kilométrage. Parce que sur Car Vertical, le kilométrage est indiqué. Elle était encore en rodage. La honte. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique du véhicule que vous souhaitez acquérir. Compteur kilométrique trafiqué, dommages et même déclaration de vol. Attends, oh là 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 là. C'est quoi comme Suzuki ça? C'est un 400 SM. Bah ils me l'ont coupé en deux. Non mais Car Vertical c'est incroyable. Oui. Avec Car Vertical, si l'historique du véhicule acheté ne contient aucune découverte, les crédits vous sont remboursés automatiquement. Et avec le lien en description et le code promo, vous pouvez économiser encore plus en achetant plusieurs rapports. T'as même sur Car Vertical le mileage longue période with no mileage change detect. Oui, genre si elle a pas roulé depuis longtemps, Car Vertical te le dit. C'est vrai que cette fois-ci j'ai pas ouvert en faisant une blague sur Car horizontale ou Car diagonale. En fait le problème c'est que je la fais tout le temps. Et ils payent hein. Oui. Merci Car Vertical pour leur soutien et bonne vidéo. Est-ce qu'on parlerait pas de Bugatti à tout hasard? Non, parce qu'il y a les premiers prototypes de la tourbillon qui viennent de sortir avant livraison. Je me disais que c'était à peu près le moment d'en parler. Étonnamment, ils m'ont pas appelé avant la livraison des premiers exemplaires. Je pense qu'ils ont dû oublier, je pense qu'ils ont dû se dire on l'appellera la semaine prochaine, ça va. Moi je suis sur mon téléphone. Hein. Plus sérieusement, la raison pour laquelle je voulais vous parler de Bugatti, c'est que c'est une marque qui a revécu plein de fois dans sa vie, comme il y en a plein qui existent et qui existent encore aujourd'hui. Mais des marques automobiles exceptionnelles qui sont mortes et dont plus personne ne parle aujourd'hui, il y en a plein, mais genre plein, vous vous rendez pas compte à quel point. Delahaye, incroyable marque automobile morte, personne n'en parle. Voisin, incroyable la marque Voisin, personne n'en parle. Packard, tout le monde s'en fout. Alors c'est revenu un peu sous forme de PC, vite fait. Hispano Suiza, vraiment un équivalent de Bugatti, de Rolls-Royce, personne n'en parle. Et pourtant la marque Bugatti, plein de gens ont essayé de la relever. Aujourd'hui, personne ne veut voir la marque Bugatti mourir, alors qu'il y a plein de collègues qui sont morts et qui pourtant avaient la même légitimité à vivre. Et pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi Bugatti est si iconique et pourquoi personne ne veut laisser mourir cette marque, on va en parler en détail. Aujourd'hui, on va parler de Bugatti. Et pour commencer cet épisode sur Bugatti, on va d'abord parler de son créateur, Ettore Bugatti. Alors excusez-moi, le nom complet d'Ettore Bugatti, c'est Ettore Arco Isidoro Bugatti. C'est un peu cool en vrai. Moi j'ai pas de deuxième prénom, j'ai Sylvain Lévy, c'est tout. Mes parents ont dû croire que c'était payant de me mettre des noms en plus, je suppose. J'ai pas de... Ettore Bugatti naît le 15 septembre 1881 à Milan, dans une famille riche, ultra riche. Parce que souvent on parle de gens qui ont les moyens, normal, pour lancer une marque de bagnole, il faut avoir les moyens. Mais là je précise tout de suite qu'on parle de gens qui sont riches et nobles. Genre la famille Bugatti, ils sont nobles, genre vraiment, c'est noble et riche. Je trouve super pertinent de parler des origines de certains créateurs de bagnoles parce que souvent ça veut traduire ce qu'on va voir après. Là ça traduit. Le slogan principal dans la vie d'Ettore Bugatti qui disait lui-même, c'est rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Ce qui est plus facile à dire quand tu viens d'une famille noble et riche, naturellement. Par exemple, chez moi, on disait pas ça. On disait, viens manger si on t'en prend une. Ça, on me le disait, ça. Ou, viens à la caravane si on t'en prend une. Ça, on me le disait aussi. Alors, c'était souvent à partir de tartes dans la gueule, c'est vrai. Et en plus d'être issu d'une famille riche et noble, c'est une famille d'artistes. Par exemple, le grand-père d'Ettore Bugatti, Giovanni Bugatti, était architecte et sculpteur. La classe. Son père, Carlo Bugatti, est ébéniste et créateur de mobilier d'art. Pardon, excusez-moi, c'est Carlo Bugatti. Ah oui, c'est un Carlo Bugatti. Vous voyez cette armoire derrière? C'est une Ikea. L'anecdote qui me fait un peu rire, pour vous illustrer à quel point ils sont nobles et riches, c'est que le frère d'Ettore Bugatti s'appelle Rembrandt. Attention, je me moque pas, je trouve que c'est juste un peu beaucoup. Quand tu nommes ton enfant Rembrandt Bugatti, sachant que Bugatti est déjà noble en Italie, tu peux pas l'appeler Kevin comme tout le monde, Kevin Bugatti. Très bien, c'est bon, c'est... Tout ça pour vous dire que si jamais vous vous inquiétez pour les finances de la famille Bugatti, ça va. Et c'est dans ce contexte qu'Ettore va dissonner au sein de sa propre famille, parce qu'Ettore, il en a rien à foutre de l'art. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les moteurs. Va savoir pourquoi, alors que toute sa famille n'est pas forcément passionnée de bagnole, ni même de cycle, ni même d'autocycle, Ettore Bugatti adore ça. C'est sa passion. Alors ça, j'aime bien, hein, ça c'est super. À l'instant où Ettore Bugatti a vu un truc
truc ressemblant à une bagnole, il en est tombé amoureux. C'est ce qui l'amènera d'ailleurs dès ses 17 ans à travailler chez des fabricants de cycles contre la volonté de sa famille. Vous savez, alors je suis pas forcément expert. Dans ce genre de famille, c'est bien d'avoir un métier qui claque un peu, tu vois. Docteur, ça c'est cool, ça. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien, sculpteur, architecte, pas fabricant de cycles. Et c'est dès ses 19 ans qu'Ettore Bugatti va créer son premier quadricycle, pour lequel il va déposer des brevets. C'est-à-dire qu'on parle d'un mec qui a 19 ans, c'est-à-dire vraiment pas vieux, il a déjà fabriqué son quadricycle motorisé et déposé des brevets. Il a pas perdu de temps, pas du tout. Et c'est dès ses 21 ans qu'Ettore Bugatti remporte le Grand Prix de Milan. Alors, deux infos. Déjà, il est passionné de voitures et de pilotage, puisqu'il adore les conduire et ça deviendra même un très bon pilote. Et deuxièmement, il y avait un Grand Prix dans Milan. Ah, moi, ça me suffit comme anecdote. Vous attendiez la... Non. Et même si la marque Bugatti n'existe pas encore, Ettore va fabriquer ses deux premiers modèles, avec le type 1 et le type 2. Bugatti n'existe pas en tant que tel, parce que Ettore, il a rien. Il a pas d'atelier, il a pas d'employé, il a rien. Mais il a déjà fabriqué des automobiles Bugatti. En vrai, c'est un peu cool. Alors, c'est un peu boulard. Vous allez le voir que le concept du boulard, il revient souvent. C'est un peu cool quand même. Au cours des années qui vont suivre, Ettore Bugatti va travailler pour plusieurs grands acteurs de l'automobile de l'époque, notamment un acteur allemand qui s'appelle Deutz. Et justement, chez Deutz, il va pas forcément se faire des copains, pour principalement une raison, c'est qu'il écoute rien. Mais alors rien, en fait, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que comme c'est un bon mécanicien et un bon ingénieur, on l'embauche parce que c'est un bon élément, mais il t'écoutera pas. C'est-à-dire, s'il a envie de bosser sur un truc, il va le faire, et s'il a pas envie, il va pas le faire. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et encore une fois, d'un côté, le mec est vraiment bon, donc t'as pas trop envie de lui dire un truc, c'est-à-dire que de temps en temps, il t'aide bien. Mais il fait ce qu'il veut. Ce qui l'empêchera pas d'ailleurs d'utiliser les usines et les outils de production d'autres constructeurs pour fabriquer ses propres caisses. Parce que les Bugatti type 1 et type 2 qu'il a fabriqués alors que Bugatti existait même pas, mais il l'a fait chez d'autres. Faut quand même se resituer le truc. Le mec est quand même vachement bon pour se faire embaucher quelque part, se faire payer quelque part pour travailler pour quelqu'un, et passer son temps à fabriquer sa caisse. En vrai fort. Il est possible que pour toutes ces raisons, Ettore Bugatti ne soit pas sorti de chez Deutz en super bons termes. Surtout quand il leur a volé leur logo. On va vous mettre à l'écran le logo Deutz pour qui il a travaillé, et le logo Bugatti. C'est beaucoup. Moi j'aurais fait un procès. Pour être totalement transparent, il y a eu plusieurs expressions de la part de Bugatti pour justifier l'origine de ce logo volé. Ce qui savait bien qu'il y avait un souci quand même, que l'une des marques les plus prestigieuses a volé son logo, ce qui est vraiment pas prestigieux pour le coup. Et déjà, premièrement, j'aimerais féliciter les équipes de Bugatti qui ont un site internet qui est exceptionnel. Alors, les communiqués de presse, vous les avez rangés, c'est incroyable. Et je suis très sincère, J'ai retrouvé un communiqué de presse du 10 octobre 2020 qui explique la symbolique du logo et dans lequel il se cache même pas qu'il y a une parenté avec Deutz, mais qu'il le tourne un peu à leur avantage. En fait, ils disent l'idée de la forme ovale avec les lettres blanches sur fond rouge a germé dans l'esprit d'Ettore Bugatti lui-même. Déjà, il commence à te dire attention, c'est l'idée d'Ettore. Il avait développé un logo semblable chez son ancien employeur Deutz à Cologne. C'est pour ça que j'aime bien aussi les communiqués de presse. De temps en temps, t'as des petits trucs comme ça qui sont glissés en mode non, mais c'est nous, on n'a pas copié. Nous, on est Bugatti, on copie pas. C'est Ettore qui a eu l'idée. Et Deutz, genre, ils ont repris le logo pour lequel il l'a fait, quoi. Trop nul Deutz parce qu'ils ont pris le logo qu'ils ont demandé d'avoir et ils l'ont eu et ils l'ont utilisé et... Regarde bien, le logo de Bugatti. Le rouge symbolise la force et la passion. C'est pas moi qui le dis, c'est Bugatti directement. Donc, alors là, on va pas me reprocher d'inventer des trucs. Le blanc, l'élégance et la noblesse. Les utilitaires sont donc très élégants et très nobles. Le noir, l'excellence et le courage. Oui, mais après, tu peux faire ce que tu veux en disant ça. Alors, le vert de mon polo, c'est pour illustrer la richesse et la bienséance. Voilà, j'ai inventé ça, j'ai décidé que c'était comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Selon la légende, on parle de légende, les 60 points symbolisent des perles ou des fils de style Art Nouveau. C'est-à-dire qu'on sait pas. C'est peut-être des perles, peut-être des fils. À l'époque, ces points faisaient office de goupilles, symbolisant la liaison durable entre les pièces mécaniques. C'est un ovale rouge avec des points. Et c'est en 1909 qu'Ettore Bugatti va prendre son indépendance et ouvrir son atelier à Molsheim. Vous allez voir que dans la vie de Bugatti en général, Molsheim c'est un truc super important. Je sais pas si on peut se permettre une comparaison comme celle-ci, mais Molsheim est à Bugatti ce que le Vatican est à la religion catholique. Genre vraiment c'est sacré. Alors pourquoi très exactement, je ne sais pas. Parce que même lui pour le coup il a pas forcément d'attache à Molsheim en particulier. Oui ça se dit Molsheim mais pas Molsheim. Ni même Molsheim, c'est Molsheim. Je sais que je le prononce bien, je suis allé voir un site de prononciation
prononciation. Allez, chais, comme ça, dans ton cul, là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Ettore Bugatti va utiliser ses ateliers pour créer les meilleures voitures du monde. C'est-à-dire que son objectif d'emblée, hein, le mec a à peine commencé, c'est de faire les meilleures caisses du monde. Tout en modestie. J'en profite quand même pour souligner deux choses. Premièrement, cet objectif de faire les meilleures voitures du monde est possible parce qu'Ettore Bugatti est atomisé de thunes. Naturellement, si vous n'avez pas de thunes, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Pour vous donner un exemple à quel point Ettore Bugatti n'a pas besoin d'argent, c'est que parfois certaines voitures qui vont sortir de l'atelier vont mettre plus d'un mois supplémentaire à sortir parce qu'Ettore a envie de faire des détails. Je sais pas si vous avez déjà vu sur les tableaux de bord des anciennes voitures, ces espèces de demi-cercles là, comme ça. C'est fait à la main, et c'est très compliqué à faire à la main, c'est super long à faire à la main, alors c'est joli, hein. Mais c'est pas très utile. Disons que quand t'as besoin de sortir des voitures pour faire de l'argent, c'est pas ce que tu vas faire. Bah Ettore Bugatti fait ça sur des endroits qui se voient pas, c'est-à-dire derrière le moteur, genre là où il faut tomber le moteur pour le voir. Bah Ettore Bugatti va faire ça là-dessus. À cette époque, c'est assez souvent que les Bugatti commandés par des clients sont en retard, mais genre en retard de plusieurs mois, parce qu'Ettore Bugatti fait du guillochage. La voiture, elle aura 3 mois de retard, c'est pas grave. Elle sera belle, même dessous. Alors, attention, je suis fan, hein. Je trouve ça super. Personne ne le verra jamais, hein. Vraiment, hein. C'est là, tu t'emmerdes tout seul, Ettore, là. Hein. Et l'autre point que j'aimerais souligner, c'est que la volonté de faire les meilleures voitures du monde n'est pas forcément une volonté modeste. J'adorerais fabriquer ma bagnole, comme tout passionné de bagnole. C'est un rêve de fabriquer sa bagnole. Mais je suis suffisamment lucide pour me rendre compte que je ne peux pas. Déjà, avec mes mains, je peux pas, de façon assez évidente. Et même si je payais des gens ou que j'essayais de faire quelque chose, ça ne marcherait pas. Je n'ai pas le niveau, je n'ai pas l'argent, ce n'est pas possible. Et quand bien même j'arrive à faire une caisse, ça sera pas la meilleure voiture du monde. Loin de là. Arriver et dire « moi je suis plus malin que les autres », c'est pas forcément un signe de recul sur sa personne, tu vois, c'est pas un signe d'humilité. Et me dites pas, parce qu'on est en 1910 et qu'il n'y a pas grand chose, en 1910, des gens qui fabriquent des bagnoles, il y en a plein. C'est-à-dire que t'arrives, tu dis « je vais être le meilleur », doucement quand même. Pour illustrer un peu mon propos par exemple, Ettore Bugatti a déclaré dans une interview « ce que je pense est exactement ce que je vois au bout de mon crayon. Je dessine, la voiture sort du crayon directement. » Pardon, bah, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis aigri. Moi, je trouve ça un peu, Vous me croyez pas? D'accord. Vous savez comment il a appelé sa première fille? Leb. Alors, pas comme Michel Leb. Et vous savez pourquoi il a appelé sa fille Leb, qui par définition n'est pas forcément un prénom, enfin j'aurais pas dit que c'est un prénom très courant en tout cas. Il a appelé sa fille Leb, parce que le prénom est constitué des initiales d'Ettore Bugatti. Et il a rajouté un E à la fin parce qu'il n'allait pas l'appeler Leb, donc il l'appelait Eb. Et le L' qui fait partie du prénom est pour souligner l'Ettore Bugatti. C'est la création d'Ettore Bugatti. Si on me demande, je dirais que c'est maltraitance enfant. En 1907, Ettore Bugatti aura une deuxième fille qu'il appellera cette fois-ci Ettorina Bugatti. C'est pas une blague, il l'a vraiment appelée Ettorina. C'est comme si j'avais une fille et que je l'appelais Sylvette. Je précise quand même pour une totale transparence que ça ne durera pas puisque les 4 prochains enfants s'appelleront Jean, Roland, Michel et Thérèse. Pour le coup, j'aurais été tenté de dire, tant qu'à faire, va jusqu'au bout. Hein. Etto Féroce, Etto Piflore, Etto Loclas, Ettortank, elle est pas... Et je vais la noter celle-là, tiens. Tant qu'à faire, j'aurais fait tout le casting, j'aurais fait tout le roster, 6 Pokéballs à la ceinture et puis on est bon, tu vois. En plus, il a eu 6 enfants, ça fait 6 Pokéballs, il aurait pu faire une équipe, il aurait pu faire la ligue avec. J'ai retrouvé pas mal de traces de gens qui témoignent avoir travaillé avec Ettore Bugatti dans ses ateliers. Et il y a un peu tout qui ressort. D'un côté, on dit la personne visionnaire avec des idées exceptionnelles et une vraie empathie envers ses salariés. Il y a pas mal de témoignages qui remontent qu'Ettore Bugatti avait la prime assez facile et qui pouvait même prêter de l'argent sans intérêt à ses employés. C'est pour cette raison qu'on l'appelait en général dans ses ateliers le patron, mais pas en mode ironique, en mode vraiment affectueux, parce que le mec il passe du temps avec ses salariés, il demande comment ils vont, il suit leur vie, c'est sympa quoi. D'autres témoignages décrivent aussi Ettore Bugatti comme quelqu'un qui est un peu soupe au lait. C'est-à-dire ça veut partir vite, un peu susceptible, tu vois, un peu autoritaire, un peu boulardesque, tu vois, un peu c'est comme ça, pas autrement. Et ce que je veux vous transmettre en vous disant ça, c'est qu'Ettore Bugatti à cette époque-là, c'est un personnage, c'est quelqu'un d'unique, c'est quelqu'un, t'en fais pas deux des comme ça. C'est à partir du début des années 1910 que les premières Bugatti vont commencer à sortir des chaînes, et les voitures se distinguent principalement par leurs innovations. On parle de voitures qui sont rapides, technologiques, innovantes, et surtout de très bonne qualité. À un moment, faut le dire, une Bugatti à cette époque-là, ça claque. C'est dans le meilleur de
ce qui peut se faire sur le marché. Et en plus, c'est accompagné de plein d'innovations. Par exemple, Bugatti à cette époque-là est à l'origine du premier vilebrequin monté sur roulement à billes. Ils sont à l'origine des essieux creux pour diminuer les masses. Ils sont à l'origine des freins intégrés dans les jantes pour gagner encore une fois du poids. Les voitures Bugatti à cette époque sont dans le meilleur de ce qui peut se faire. Et quand je vous dis le meilleur, ça va être vraiment le meilleur. Et cette volonté d'intégrer des technologies toujours plus avancées dans leur voiture, on va le retrouver en 1924 avec la Type 35. Et si je m'arrête en particulier sur la Bugatti Type 35, c'est que c'est encore aujourd'hui la voiture avec le plus de victoires en course de l'histoire de l'automobile. Genre vraiment, vous avez peut-être pas l'idée à quel point c'est une dinguerie. On peut dire ce qu'on veut, et Torina, les B, tout ça. Il sait faire des caisses. Vraiment. La Type 35, c'est le meilleur du sport automobile des années 20, rassemblé dans une seule caisse. C'est pas compliqué, il y a le meilleur. On parle d'une voiture avec un 8 cylindres en ligne, 3 soupapes par cylindre, 6000 tours minute et 90 chevaux pour un 2 litres. On est en 1924. Genre, c'est une folie. 6000 tours minute en étant aussi fiable et aussi performant, c'est du jamais vu. Vitesse de pointe de 170 km/h. Alors, dans l'équivalent d'un tonneau percé, avec un petit trou au-dessus, avec un petit siège, 170 km/h. Les concurrents ont du mal à faire 140-150. La Type 35, elle fait 170. 90 chevaux quand les collègues plafonnent à 70-75 chevaux. C'est du jamais vu. Évidemment qu'aujourd'hui, ça fait rire. Une Twingo électrique est bien plus performante que ça. On est il y a plus de 100 ans. 100 ans. La Type 35, c'est plus de 2000 victoires en compétition. C'est-à-dire qu'avec un modèle, ils ont fait 2000 victoires. Quand je vous dis que la voiture a été bien faite, la voiture est pas mal faite. En moyenne, la Type 35, c'est plus de 2 victoires par jour. Je précise quand même qu'il y a quelques nuances qui font que cette voiture a autant de victoires en course. Déjà, on prend en compte dans ce palmarès toutes les variantes de la Type 35. Et il y en a eu beaucoup à tel point qu'elle a même pu s'engager dans différentes compétitions. Donc tu pouvais avoir un modèle qui court dans plusieurs catégories. D'où le nombre de victoires un peu abusé. Et surtout, la Type 35 va apporter quelque chose de très novateur à l'époque, la compétition client. N'importe qui avec un peu d'argent peut acheter la même Type 35 que Bugatti. C'est comme si tu allais acheter la même Ferrari que Charles Leclerc pour aller faire la course avec Charles Leclerc en Formule 1. Je précise que c'est quelque chose qui existe encore, d'ailleurs on le voit souvent en 24 heures du Mans, où tu as des écuries qui engagent des voitures qui sont pas forcément l'écurie en elle-même. Tu as plein de Porsche au Mans qui sont pas engagés par Porsche. C'est d'autres gens qui achètent une Porsche et qui vont faire la course avec une Porsche. Mais c'est pas Porsche. Anecdote personnelle, mais j'ai eu la chance de faire un tour en passager dans une Bugatti Type 35 et je vous cache pas que je me suis chié dessus. Ressenti personnel. Je conduisais pas, j'étais en passager, mais comment je pourrais dire, une sorte de tonneau ouvert qui prend 150. Le truc qui m'a le plus sidéré, on va dire ça, c'est le bon mot je pense, sidéré, c'est que le machin ne demande qu'une chose, c'est de glisser et de se retourner. C'est-à-dire que tu sens tout le temps que t'as les suspensions qui t'emmènent comme ça, comme si t'allais te retourner, par définition dans un truc qui a pas de toit, hein, c'est-à-dire que c'est ta tête le toit. Et que bah si ça se retourne justement sur ta tête, tu es mort. Je suis encore traumatisé, hein, j'en fais des cauchemars la nuit. Anecdote, mais la Type 35 a eu droit à son dérivé pour enfants, et ça s'appelait la voiturette Type 52. Pour les 4 ans de son fils Roland, il a fabriqué une voiturette pour enfants électrique qui est littéralement une Type 35 pour enfants. La photo d'Ettore dans la Type 35 et le petit Roland dans la Type 52 est exceptionnelle. Ça c'est Kiki ça. Ça c'est un daron qui aime son gamin. Papa il a la voiture de course pour les 4 ans, il lui fait la voiturette pour enfants, il la nomme la Type 52 comme les autres. Ça c'est cool. Hein. D'après ce que j'ai pu lire, c'était pas rare que Roland vienne avec son papa avec sa propre petite voiturette en suivant son papa. D'autres clients de la marque qui ont vu la scène ont demandé à Ettore Bugatti d'avoir pour leur enfant leur petite Type 52. Préfère vous arrêter tout de suite si jamais vous aviez l'idée d'acheter la petite Bugatti parce que vous n'avez pas l'argent d'acheter la grosse Bugatti. Sachez qu'en 2008, il y a une Type 52 qui s'est vendue 110 000 $. Sachez également qu'en 2024, donc c'est assez récent, ils ont refait une édition de Type 52 limitée à 99 exemplaires qui était proposée à 95 000 € hors taxe. En vrai, c'est indécent. Pardon, mais on arrive au stade où t'as même pas l'argent d'acheter la réplique pour enfants. Et c'est fort de ce succès avec la Bugatti Type 35 qu'Ettore Bugatti va vouloir aller plus loin, puisque jusqu'à présent, je vous ai dit qu'Ettore Bugatti voulait faire les plus belles voitures du monde. Là, il veut faire la meilleure voiture du monde. Avant, c'était un concept, il va faire les meilleures voitures du monde. Mais c'est un peu flou, tu vois, il n'y a pas de contour. Là, c'est la meilleure voiture du monde. Et il va y arriver. Parce qu'on est en 1927, et en 1927, Ettore Bugatti, il a tout. Il a la gloire, l'argent, la reconnaissance, les voitures qui se vendent, les clients qui se bousculent, la file d'attente, tout. C'est le moment pour fabriquer
la meilleure voiture du monde. Ça y est, c'est là. C'est à ce moment-là qu'il faut la faire. Et cette voiture qui va surpasser toutes les autres, la meilleure voiture du monde, la voiture la plus aboutie de l'histoire, ça va être la Type 41 Royale. Ça serait difficile de nommer une voiture qui sort du paysage, tu vois, la meilleure. S'il y en avait vraiment une en haut du panier, là, Ettore Bugatti va le faire. 6,20 m de long. 3 tonnes, 8 cylindres en ligne de quasiment 13 litres de cylindrée. 13 litres. C'est des moteurs de train. On parle d'une puissance autour des 300 chevaux. On est en 1927 et la voiture produit 300 chevaux. Ce machin que vous avez à l'écran, qui fait plus de 6 mètres, plus de 3 tonnes, peut dépasser les 200 km/h. On est en 1927. On parle d'une voiture de route qui va plus vite que la voiture de course la plus victorieuse. On se rend pas compte à quel point la Type 41, quand elle sort, est un truc de malade mental. C'est comme si demain Mercedes sortait, je sais pas, un grand SUV ou une grande berline qui va plus vite que sa Formule 1. C'est irréel ce qui est sorti avec la Type 41. Quand tu vois la bagnole que c'est, les performances que c'est, la puissance que c'est, le luxe que c'est, et que tu le compares à l'année 1927, la caisse elle a quasiment 100 ans. Ce qui va même créer un problème que je pense Ettore Bugatti n'a pas mesuré, c'est que cette voiture est tellement exceptionnelle qu'elle ne s'adresse à personne. Juste pour vous donner un exemple, mais dans les clients intéressés par la Type 41, on retrouve le roi d'Espagne. Ce genre de client, ce niveau. Je précise également au passage que la voiture à 660 000 francs est plus de 3 fois plus chère qu'une Rolls-Royce, qui est déjà dans les voitures les plus chères du monde. La Type 41 sera fabriquée à un total de 7 exemplaires, dont une exprès pour Ettore Bugatti qui sera nommée le coupé du patron, et qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Genre c'était son daily. La Type 41 du patron, c'était sa voiture de tous les jours. En même temps, c'est Monsieur Bugatti, c'est-à-dire que c'est sa voiture, donc il peut se permettre, mais c'est la seule personne de l'histoire au monde à avoir pu daily une Type 41. J'en profite au passage pour placer une petite anecdote personnelle, puisque j'ai pu moi-même avoir la chance, le privilège, l'honneur ultime de monter dans la 41 du patron. On a d'ailleurs ouvert la chaîne Sylvain Live avec une vidéo de cette voiture. Quand j'ai été à l'intérieur, j'ai été conscient de la chance que j'ai eue. Je me suis dit, attends Sylvain, t'es quand même dans la 41 du patron. C'est pour ça que je suis content de faire ce métier aussi, c'est parce que ce genre d'expérience de pouvoir monter dans une voiture comme ça, c'est pas accessible à tout le monde, et j'en suis parfaitement conscient et parfaitement reconnaissant. On parle quand même d'une sorte de Joconde de l'automobile, c'est comme si j'étais monté dans la Joconde. Bon alors, non. Je vous cache pas que j'ai été assez étonné de voir à quel point personne n'en avait rien à péter. On a quand même sorti la 41 du patron grâce à la collection Schlumpf qui nous l'a mise à disposition et qui fonctionne encore. Personne en... Type 41 du patron d'ailleurs qui a roulé pour la dernière fois au Grand Prix de Formule 1 de Monaco avec à l'intérieur son Altesse le Prince de Monaco. Son Altesse a eu le droit de s'installer à l'avant. Voilà, moi j'ai pas eu le droit d'aller à l'avant, encore moins de la conduire évidemment. Voilà, il y a des gens qui ont fait des différences. Voilà. Alors, je précise quand même au passage que la Type 41 du patron, c'est-à-dire la voiture personnelle d'Ettore Bugatti, a en réalité changé de tête plusieurs fois dans sa vie. Mais c'est surtout une voiture qui, dans sa vie, a cartonné, mais genre cartonné de fou. Parce qu'une fois, Ettore Bugatti lui-même s'est endormi au volant de sa 41 et sorti de la route. Il y a même des images qui existent de la 41 fracassée. Autre anecdote, mais en théorie, je précise bien en théorie, on y arrive dans une seconde, il s'agirait de la voiture la plus chère de l'histoire. Parce que quand tu prends en compte son extrême rareté, l'aura de la marque, l'historique de Zinzin, son premier propriétaire, et le fait qu'elle fonctionne encore et qu'elle est en très bon état, dans la théorie, ce serait la voiture la plus chère du monde. Si elle était à vendre. Parce que c'est pas prévu qu'elle soit à vendre, pas du tout. Ça, c'est un point qui est régulièrement à interprétation dans le monde de l'automobile, et c'est un peu comme la Joconde d'ailleurs. Si la Joconde était en vente un jour sur le marché, ce serait sûrement le tableau le plus cher. Il y a des estimations qui disent que la voiture, si elle était en vente, vaudrait à peu près 100 millions d'euros, ou en tout cas serait la première à dépasser les 100 millions. Bon, pour une caisse avec un quart vertical flingué, je suis pas sûr que ça vaille le coup, mais bref. On sera tous d'accord pour dire que la Type 41 est une voiture exceptionnelle. D'autant plus à l'époque, la voiture est incroyable, mais comme je vous disais, ça va être un échec commercial. Déjà principalement parce que la voiture ne s'adresse à personne, et ensuite parce qu'il y a eu une crise économique 2 ans plus tard, un krach boursier en 1929. C'était pas le moment de créer la voiture la plus chère du monde. C'était vraiment, genre juste, c'était pile pas le bon moment. Le problème avec la Type 41, c'est qu'Ettore Bugatti, il y croyait vraiment très très fort, et il a mis énormément d'argent dans cette voiture. Ce qui va amener Bugatti à la quasi-faillite. Sauf que Bugatti, ils y croyaient vraiment à la Type 41, et il est possible qu'ils aient commencé à fabriquer un peu trop de moteurs. Genre vraiment beaucoup trop de moteurs. En se disant oui, c'est pas grave, ça va se vendre, ça va partir. Pas du tout, vraiment pas. Et pour éviter la faillite, Bugatti va commencer à vendre ses moteurs de Type 41
À la SNCF, entre 1932 et 1939, Bugatti va motoriser pas loin de 88 autorails. Et effectivement, on peut le dire, à ce moment-là de son histoire, Bugatti a motorisé plus de trains que de voitures. J'adore. Moi, ça, ce genre d'anecdote, j'adore. Je rappelle qu'on parle d'un 8 cylindres en ligne de 13 litres de cylindrée et 300 chevaux. Genre, il y a assez pour motoriser un train. Autre anecdote, mais le 26 mai 1935, c'est Jean Bugatti, le fils d'Ettore, qui va établir un record du monde de vitesse sur rail à 196 km/h, avec un moteur Bugatti évidemment. Ils font les meilleures voitures du monde et des records de vitesse en train, qu'ils fabriquent eux-mêmes. J'adore. La fin des années 30 pour Bugatti, c'est aussi les années où Jean Bugatti, le fils d'Ettore Bugatti, va progressivement prendre le contrôle de l'entreprise. Et par rapport à son père, Jean Bugatti a une vision de la bagnole qui est un petit peu différente. Autant Jean Bugatti va avoir une approche un peu différente. À plusieurs reprises, Ettore Bugatti va déclarer que s'intéresser aux productions des concurrents, c'est une sorte de faiblesse intellectuelle. Alors on est encore dans le boulard, hein. Regardez ce que font les autres? Non, surtout pas. Non, là je m'abaisse aux autres, mais ça va pas, non, mais n'importe quoi. Autant Jean, dans le même temps, va faire totalement l'inverse. C'est la première fois chez Bugatti que quelqu'un regarde ce que font les concurrents, mais va même plus loin. Jean Bugatti est au courant que s'il veut évoluer et si la marque veut perdurer, il faut s'intéresser à ce que font les concurrents. Et le premier modèle supervisé par Jean Bugatti va sortir en 1934 avec la Type 57, qui est parfaitement représentative de l'idée de Jean Bugatti. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de la Type 57, parce qu'elle est ouf, tout simplement. On parle d'une voiture qui est motorisée par un 8 cylindres en ligne qui atteint jusqu'à 200 chevaux dans sa version compressée et qui atteint les 200 km/h en 1934. Et je suis sûr que vous connaissez toutes et tous la Type 57, je vous jure. Mais si, c'est la truffade Z-Type dans GTA V. C'est la même. T'as la truffade Adder qui est la Bugatti Veyron et t'as la Z-Type qui est la Type 57. La voiture est tellement connue qu'elle est dans GTA V, je vous dis que vous la connaissez tous. Mais si, m'écoute pas, ça m'énerve, il m'écoute pas. La Bugatti Type 57 va être un coup de tonnerre sur le marché par rapport au fait que la voiture est clairement en avance sur son temps. On parle d'une voiture exclusive, performante, redoutablement rapide et surtout magnifique. À un moment, faut le dire aussi, hein. La voiture a été proposée avec pas mal de carrosseries qui sont certes plus ou moins belles, mais dans l'ensemble, on parle quand même de voitures qui sont assez sympas visuellement, notamment dans sa fameuse version Atlantique. Anecdote, mais Jean Bugatti va avoir sa propre Bugatti personnelle, exactement comme l'avait fait Ettore avec une 41, qui va devenir la voiture noire. Mais si, la voiture noire, vous en avez forcément déjà entendu parler. Vous savez, cette Bugatti Chiron qui a été pendant un temps la voiture la plus chère du monde, elle est inspirée de la Bugatti 57 de Jean Bugatti. On sait pas où elle est, elle a été volée, on sait pas où elle est. Il y a une caisse qui a disparu, alors si on la retrouve aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Bon, jusque là, c'est le début de l'histoire de Bugatti, ça se passe plutôt bien, la boîte se développe, il y a de plus en plus de clients, ils ont une image qui commence à augmenter, c'est chouette. Ça va s'arrêter à partir de là. Là, on est sur le... Oui. Là, c'est comme un parc Astérix, là, on était à la montée, là, le tac, 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 et puis là, ça descend. Tu vois, c'est à ce moment-là que ça va commencer à partir en couille. Et puis des gros problèmes, vraiment. Ouais, on parle de gens qui meurent. Beaucoup, tragiquement, fauché par des caisses. Déjà pour Bugatti, les problèmes vont commencer en 1936 avec l'apparition pour la première fois dans les usines Bugatti de la grève. Il avait jamais vu ça, Ettore. C'est la première fois qu'il y a des ouvriers qui font la grève. Et Ettore, il est comme ça. Il dit comment? Attends, moi, le patron qui respecte mes employés, qui les connaît par leur prénom, alors ça devrait être la base, certes, mais c'est pas grave. Pour Ettore Bugatti, c'est déjà pas mal. Moi qui les paye correctement, qui me renseigne sur ce qu'ils ont fait ce week-end, eux, à moi, sous mon nez, ils viennent faire grève dans mon usine. À partir de 1936, le Front Populaire va faire éclater partout en France des grèves, y compris dans l'usine d'Ettore Bugatti, ce qui va le tuer. Alors j'ai pris un petit raccourci, c'est vrai, ça va pas exactement le tuer, mais ça va clairement le mettre sur la pente descendante. Ah ouais, Ettore, il va... Non. Oh, il va très mal le prendre. Hein. Ettore Bugatti va tellement mal prendre le fait que ses employés aient pu faire grève, et oser faire grève même, devrais-je dire, qu'il ne parlera plus jamais à un employé. Il était pas beaucoup dans la nuance, le mec. Il va tellement considérer les ouvriers comme des ingrats, lui qui se considérait comme vraiment proche d'eux, qu'il va donner 100% de la gestion à son fils Jean. Et il va même déménager à Paris pour gérer l'entreprise de loin, c'est-à-dire qu'il est parti de Molsheim. Peut-être que vous vous rendez pas compte à quel point c'est important, mais il va partir de chez lui, il va abandonner l'usine. Et le deuxième coup dur qui va frapper la famille Bugatti va intervenir le 11 août 1939 avec l'histoire des deux cyclistes. Jean Bugatti, qui était sur la route de Strasbourg au volant de sa 57 SC, va percuter un cycliste à 200 km/h. Il va mourir sur le coup. Évidemment. Naturellement, et même si c'est un événement qui, je pense, peut être imputé de la responsabilité de Monsieur Jean Bugatti, va quand même le choquer un peu.
j'espère. Et va au passage aussi entacher un peu son image de marque. On parle quand même de quelqu'un qui a fauché un cycliste et qui est passé au tribunal. Et là, je suis un peu embêté parce que d'un côté, on parle quand même de quelque chose d'un peu lourd, il vient de tuer quelqu'un. De l'autre, j'ai une anecdote sur le procès qu'il a pris qui est... C'est peut-être la meilleure blague que j'ai jamais faite dans un VTech, vraiment. Parce que Jean Bugatti va effectivement être condamné au tribunal pour excès de vitesse. Pas pour le... Non, le cycliste. Ah non, on s'en branle. Excès de vitesse. Je vous jure, c'est vrai. Et il va être condamné, tenez-vous bien, parce que c'est lunaire. 3 mois de prison avec sursis, 200 francs d'amende. Allez, c'est pas une blague, hein, c'est une vraie anecdote. Tu peux le mettre, c'est une vraie anecdote. 3 mois de prison avec sursis, 200 francs d'amende. Non, parce qu'on dit souvent, la justice est super laxiste en France, c'est abusé, c'est devenu n'importe quoi. Ça fait 100 ans que c'est n'importe quoi. Pour être totalement précis, mais cette condamnation, qui en sera tous d'accord pour le dire, est quand même très faible, sera accompagnée d'un accord à l'amiable avec la famille. D'un montant total d'un peu plus de 40 000 francs, ce qui fait quand même 2,5 millions d'aujourd'hui. Alors, c'est quand même un peu ouf de se dire qu'à cette époque, tu pouvais t'en sortir avec si peu si t'allonges le cash. Ce qui n'a pas changé en fait. Et si vous trouviez que c'était quand même un peu abusé d'avoir fauché quelqu'un en volant de sa Bugatti, eh bien figurez-vous qu'Ettore Bugatti, son père, en a fauché 2. Je trouve ça fou que personne ne parle du fait qu'Ettore Bugatti, le créateur de Bugatti, ait 2 frags au compteur. Il a fauché un enfant de 4 ans en 1903 et une jeune femme en 1937, et le point commun de ces 2 affaires, c'est qu'à chaque fois, aucun jugement public n'a été émis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun document qui est sorti. Comme par hasard. Mais le pire va intervenir le 11 août 1939. Pendant la nuit du 11 août 1939, Jean Bugatti fait des essais de type 57. De nuit, sur route ouverte, à haute vitesse. Sinon, c'est pas marrant. Pendant ces tests et par mesure de précaution, la route va être fermée, et j'insiste sur les guillemets autour de fermée, par 2 personnes qui seront postées aux extrémités. C'est pas une route fermée, mais il y a quand même quelqu'un pour empêcher l'accès pendant qu'on fait les tests. On va dire que c'est semi-ouvert, semi-fermé, ça dépend comment vous voyez le truc. Et même si la route est bloquée aux 2 extrémités, ils ont pas prévu le fait qu'il y a des petits chemins qui traversent la route au milieu et que potentiellement, un cycliste peut rentrer sur la route. Ce qui va arriver. Un cycliste va déboucher d'un petit chemin que personne n'avait vraiment remarqué, sauf que Jean, il arrive sans phare à 200 km/h. Et forcément le drame. Jean Bugatti va apercevoir le cycliste au dernier moment et donner un violent coup de volant en essayant de l'éviter, ce qui va le faire percuter un arbre. Je vous donne pas forcément plus de détails que ça, sachez simplement que Jean Bugatti a été éjecté à plus de 50 mètres du véhicule. Ça a tapé super fort. Et c'est la nuit du 11 août 1939, alors qu'il n'est âgé que de 30 ans, que Jean Bugatti va mourir. La mort de Jean Bugatti va être un gros coup dans la vie d'Ettore Bugatti, et c'est que le début des emmerdes, vraiment. Comme je viens de vous le dire à l'instant, on est en 1939, et je sais pas si vous êtes au courant, mais l'Alsace en 1939, pas ouf comme endroit, vraiment. Qu'en 1940, Carlo Bugatti, le père d'Ettore Bugatti, va mourir. Ce qui fait quand même 2 grosses pertes en très peu de temps. Non, c'est pas marrant, il a pas beaucoup rigolé à ce moment-là, Ettore Bugatti. Une année plus tard, en 1941, c'est l'usine Bugatti en entier qui sera confisquée par les Allemands et arrachée des mains d'Ettore Bugatti. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui a perdu son fils, son père et tout son travail en l'espace de 3 ans. Et comme si ça suffisait pas, mais à la fin de la guerre, Ettore Bugatti, italien immigré en Alsace, va être considéré par les autorités françaises comme allié des nazis, un collabo, tout simplement. Et par conséquent, on va lui confisquer tout. Alors on lui avait déjà pris l'usine, ça c'est vrai. On va lui prendre tout le reste. Si ça va pas fort dans votre vie en ce moment, changez de vidéo. Allez voir les roues carrées ou mettre de l'huile de tournesol dans le moteur là. Ça ira mieux et après vous revenez. C'est la fin des mauvaises nouvelles. Enfin jusqu'à qu'Ettore Bugatti meure, parce qu'il meurt peu de temps après. Mais il y a quand même eu quelques bonnes nouvelles au milieu. Un peu. Je suis pas bon à raconter des histoires. Parce qu'en 1946, et malgré le statut qu'il vient d'acquérir de collabo, Ettore Bugatti va réussir à être naturalisé français. C'était une de ses volontés depuis très longtemps d'être naturalisé français, il y arrivera seulement en 1946. Et suite à un long procès avec l'État français, il récupérera même ses biens en 1947 en étant blanchi de toute collaboration. Et après il est mort, tout de suite derrière. Il a été naturalisé, blanchi, il a récupéré tous ses biens, et alors qu'il était juste à 2 doigts de profiter, il est mort. Au passage, anecdote qui personnellement me fend le cœur, c'est qu'après s'être fait confisquer son usine, Ettore Bugatti va mourir en 1947 sans jamais l'avoir revu. Il meurt trop tôt en fait. Il s'est battu pendant 2 ans pour récupérer son usine et il aura même pas le temps de la revoir. Moi ça me brise le cœur. Bon, il a fauché 2 personnes. On arrive alors en 1947 et l'état des lieux
est catastrophique. À ce moment-là, la direction de Bugatti va être incarnée par deux personnes. Déjà Pierre Marcot, le directeur opérationnel de la marque qui s'est toujours montré très fidèle, et Roland Bugatti, le plus jeune des fils Bugatti. Et disons que la mission qu'on va leur confier, c'est-à-dire de relever la marque Bugatti, va pas être facile. Parce que l'usine Bugatti qu'on leur a rendue, c'est vrai, est totalement vidée et dévastée après la guerre. La fortune familiale a été totalement dilapidée en seulement quelques années. Les plans des voitures et des innovations ont été volés, et surtout Roland Bugatti, le fils héritier en 1947, n'a que 17 ans. En plus de ça, le contexte économique en France en 1947 est naturellement catastrophique. Le pays est dévasté, il y a absolument tout à reconstruire, et disons que quand t'es la marque qui vend les voitures les plus chères du monde, t'es pas serein. Heureusement que tout n'est pas noir, puisque juste avant de mourir, Ettore Bugatti travaillait sur un projet, travaillait sur un nouveau véhicule qui va d'une certaine façon être le salut de la marque. La fameuse Type 73, qui est une voiture certes un peu vieillissante, mais tout à fait performante. Un exemplaire. 1. Je pense que tu connais jamais vraiment ce qu'est un bide avant d'être Bugatti en 47. Ils en ont même pas fait une pour eux, hein. Tu sais, Ettore il avait sa voiture, Jean il avait sa voiture, même pas une. Et même si ça peut choquer quand même, un seul exemplaire vendu, une seule personne intéressée, une seule vente. Et bah quand tu compares à ce qui se faisait ailleurs, tu comprends directement pourquoi ils en ont vendu qu'une. Très clairement, mais la Type 73 qui est proposée à ce moment-là par Bugatti est techniquement totalement dépassée. Parce que pendant que Bugatti sort la Type 73, c'est-à-dire un vilain recyclage de ce qui se faisait avant-guerre, Jaguar par exemple en 1948 sort la XK120 qui va littéralement assommer Bugatti. D'un côté, t'as une voiture anglaise pleine de prestige à la sortie de la guerre, ultra performante, ultra moderne, qui a le record du monde de vitesse, et de l'autre côté, t'as une voiture française d'une marque quasiment détruite qui a techniquement au moins 10 ans. Bien sûr qu'ils en ont vendu qu'une, évidemment. Dans les années qui vont suivre, Bugatti va essayer de relancer la production de voitures sans vraiment rencontrer le succès. Ils vont essayer avec la Type 101 par exemple, qui va connaître quand même un peu plus de succès puisqu'elle s'est vendue à 8 exemplaires. Wouh! Toujours 8 fois plus que la Type 73, tu vas me dire. Ils vont survivre en faisant quelques contrats, que ce soit pour la Marine nationale, pour Citroën, pour la SNCF, mais dans l'ensemble, c'est plus vraiment Bugatti. C'est une usine qui fait des trucs de temps en temps et dont tout le monde a oublié l'existence. Et ils se disent d'ailleurs, tiens, que ça serait une super idée de refaire parler de Bugatti. Tu vois, il faudrait trouver un truc qui remettre en avant la marque, qui la relance. Pour passer cette période financière délicate, je pense que le meilleur ce serait de s'engager en Formule 1. Ça c'est bien ça c'est une bonne idée ça. Ça on va faire ça, moi ça me plaît ça. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour répondre à une situation financière délicate, je le remets quand même, faut surtout pas l'oublier je trouve, va s'engager en Formule 1. Je comprends l'idée, hein, faut refaire parler de Bugatti, faut relancer un peu, je comprends. Il aurait fallu aller chercher Laurier et faire le Vous avez du mal à boucler les fins de mois? Lancez une fusée? Et c'est comme ça qu'ils vont créer la Type 251. Une monoplace plutôt innovante à la base. Mais oui, parce qu'ils vont vite arriver en limite de budget, c'est-à-dire qu'ils ont juste plus d'argent. Et si sur le dessin, la voiture est exceptionnelle, à l'instar des autres Bugatti avant, ce qui va sortir de l'usine va pas être exceptionnel. Va être un truc... Par exemple, ils se posaient la question d'intégrer sur la Type 251 des freins à disque, une technologie assez nouvelle et très performante, sauf qu'ils ont pas le budget. Alors ils vont mettre des freins à tambour, comme ils ont toujours fait, et ça sera pas terrible par rapport aux concurrents, mais c'est pas grave, c'est de la Formule 1. On va reprendre des suspensions classiques, parce que c'est pas cher, et les trains roulants qui traînent dans l'atelier, parce qu'après tout, ça ira ben bien. Et je suis très heureux de vous dire que c'est en 1956 que l'entreprise Bugatti, qui est peut-être au plus bas de son existence, s'engage officiellement en Formule 1 pendant une course. L'aventure Bugatti en Formule 1 a duré une course. Il y a eu une journée. Il y a eu 18 tours. C'est à l'occasion du Grand Prix de France 1956 à Reims que la Type 251 fait son entrée en scène. Et on retrouvera au volant de la Type 251 Maurice Trintignant, grand pilote français de l'époque qui a remporté le Grand Prix de Monaco tout de même. Je vous résume quand même ce qui s'est passé dans la seule course de l'histoire de Bugatti en Formule 1, mais en gros ils amènent la voiture au Grand Prix de France avec un pilote français. Voilà, il fallait que ça claque, c'est le retour de Bugatti. Mais la voiture elle est pas prête, elle marche pas. Sauf que le problème c'est qu'ils peuvent plus reculer parce que c'est quand même le Grand Prix de France. C'était un peu l'actualité. Imagine s'ils se pointent pas sur l'épreuve, la honte! Et même si la voiture fonctionne très difficilement, ils vont quand même la lancer en piste. Pour vous situer comment s'est passée la première et dernière journée de Bugatti en Formule 1, ils ont bouclé les qualifications à 10 secondes de la pole. Sur une piste qui se boucle en moyenne en 2 minutes 30, c'est violent. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Les freins marchent pas, la direction est floue, le pilote a pas envie, les suspensions sont mal branlées, bref, la voiture est pas finie. À un moment, il se pose la question d'abandonner parce que mine de rien, la voiture reste dangereuse et même Maurice Trintignant
Trintignant, qui est quand même pas un manche, se pose la question de savoir s'il va finir en vie, tu vois. Quand t'as quand même un pilote de son niveau qui se pose la question de savoir s'il va survivre, la voiture est pas terrible. D'un côté, c'est pas si mal. 18 tours avec une voiture qui est pas finie, c'est pas si pourri que ça. De l'autre, c'était quand même le grand retour de Bugatti, quoi. Et c'est sur cet abandon que va se terminer l'aventure de Bugatti en Formule 1. Une course, 18 tours, fin. Si jamais vous êtes un Formule X, vous pourrez maintenant vous vanter de savoir que Bugatti a un jour été en Formule 1. 18 tours. Mais la blague devient un peu moins drôle quand tu sais que l'aventure a coûté à Roland Bugatti entre 50 et 70 millions de francs de l'époque. Qui aurait pu être investi dans des salariés, des nouveaux modèles, des machines, des... Et c'est seulement une année plus tard, en 1957, que Bugatti fait officiellement faillite. La marque Bugatti est morte. Pour l'instant. Sinon, bien sûr, attends, il faut que j'ai quand même des histoires à raconter, évidemment. Bon, là c'est mort. Ce sera racheté quelques années plus tard, en 1963, par le groupe Hispano-Suiza, qui à l'époque était un concurrent de Bugatti. Et en 77, par Messier, une entreprise d'aéronautique qui deviendra Messier Bugatti. Et qui aura pour activité de faire des freins de Concorde. Les freins de Concorde ont été pendant un temps fabriqués parce qu'ils restaient de Bugatti. Le Concorde a eu, d'une certaine façon, j'extrapole un peu, des freins Bugatti. Il n'y a plus rien de Bugatti, hein. C'est un nom sur un papier parce que ça fait jeu. Il n'y a plus rien. Et il faudra attendre 1987 pour voir la marque Bugatti renaître de ses cendres, avec un certain Romano Artioli. Et c'est un passionné de bagnole, c'est-à-dire qui a passionné, t'aimes bien la voiture et t'en parles assez régulièrement, et t'as Romano Artioli juste au-dessus. Toute la vie de Romano Artioli est articulée autour de la bagnole. Il ne pense qu'à ça. Et c'est moi qui vous dis ça. Il a grandi dans le milieu de la bagnole, il a centré ses études autour de la bagnole, sa passion c'est la bagnole et son péché mignon, c'est les Bugatti. Romano Artioli est un grand fan de Bugatti et son rêve depuis qu'il est gamin, c'est reprendre la marque Bugatti. Il y a d'ailleurs des articles de presse qui ont nommé ça le serment d'Artioli, puisque quand il avait 20 ans et que Bugatti est mort, il a fait le serment d'un jour reprendre Bugatti. Serment déclaré par lui-même, c'est-à-dire qu'il en a fait toute une histoire en disant le serment d'Artioli, si personne ne reprend Bugatti, je reprendrai Bugatti, tu es tout seul. Ça s'appelle du storytelling, ça les enfants, c'est du marketing, d'accord? Moi demain je vais vous faire le serment de Sylvain Lévy, je vais attendre de faire un truc bien dans ma vie et je vais dire ça depuis que j'ai 3 ans, j'ai toujours dit que je le ferais. Source, moi-même. J'ai toujours dit, Romano Artioli va faire carrière en tant que concessionnaire de voitures. Et il va aller tellement loin qu'il va même aller jusqu'à être le plus gros concessionnaire Ferrari du monde. Il va aussi importer des Suzuki et des modèles General Motors en Europe, ce qui fera de lui le plus gros importateur automobile d'Italie. Et par conséquent va devenir riche. Très riche, très riche. C'est donc en 1987 que Romano Artioli va racheter les droits de la marque Bugatti pour enfin recréer Bugatti. Ils vont se poser la question de remettre l'usine Bugatti à Molsheim en France, là où elle était historiquement implantée. Sauf que le problème, c'est que c'est vachement loin de chez Romano Artioli et là-bas, il connaît strictement personne. Et vu qu'ils avaient déjà des contacts et des fournisseurs en Italie, ils vont s'installer à Campo Galliano, à seulement quelques kilomètres des usines Ferrari, Maserati, De Tomaso et Lamborghini. Mais genre à 30 bornes, il s'est installé à côté, le plus proche possible en fait, tout simplement. Et c'est de cette façon que Bugatti, qui était une marque jusqu'ici française, est devenue italienne. C'est sur un site de plus de 200 000 m² que Romano Artioli va faire fabriquer la plus belle usine automobile du monde. On pourrait croire que je vous dis la plus belle usine, en mode oui, c'est une belle usine, ça va aller. La plus belle usine du monde, quand même, faut peut-être pas exagérer. C'est la plus belle usine du monde. Mais genre littéralement. Sol et murs en carrelage blanc, climatisation dans l'intégralité de l'usine et même éclairage à LED. On est en 87. Éclairage à LED. Ça n'existe nulle part ailleurs que chez eux. Romano Artioli est vraiment parti du principe qu'on parlait de Bugatti et qu'il fallait le plus beau truc du monde. Et si Romano Artioli a fait fabriquer la plus belle usine du monde, c'est pour y fabriquer à l'intérieur la plus belle voiture du monde. L'usine, c'est encore la peinture, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rien fabriqué et l'objectif, c'est la plus belle voiture du monde. C'est-à-dire que c'est même pas une belle voiture, c'est pas une belle sportive, c'est pas un truc sympa dans l'histoire, c'est la plus belle voiture du monde. Et pour fabriquer la meilleure voiture du monde, Bugatti va utiliser les meilleures technologies du monde. Le cahier des charges fait mention d'une voiture intégralement construite en carbone, ce qui en fera d'ailleurs la première voiture de série au monde. En fait, l'objectif, c'est déjà de rentrer avec une première mondiale. Et c'est le premier argument que j'ai donné, hein, je vous donne la suite, vous allez voir. 4 roues motrices pilotées électroniquement, je rappelle que Porsche s'est pété les dents dessus 2 ans avant avec la 959 et qu'ils ont perdu des millions de dollars sur cette histoire. Mais tranquille, t'inquiète, c'est la meilleure voiture du monde. Éléments en magnésium, frein en carbone, 4
turbos. Je vous rappelle qu'à l'époque, un turbo c'est déjà ouf. 4 turbos. Et bien évidemment, sous le capot, le meilleur de ce qui se fait à l'époque, avec un V12. V12 double abracam en tête avec 5 soupapes par cylindre, ce qui en fait, si ça arrive à sortir, le moteur le plus technologique de l'histoire de l'automobile, avec les 4 roues motrices, la monocoque en carbone, le magnésium, les freins carbone. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais on parle quand même d'une fiche technique jamais vue dans l'histoire de l'automobile. Genre, un truc qui rassemble tout ça, jamais vu. Genre, il y a des premières mondiales dans la caisse, c'est un truc de ouf. Et c'est le 15 septembre 1991, la veille du 110e anniversaire de la naissance d'Ettore Bugatti, qu'est présenté le B110. Ça vous paraissait irréalisable ce qu'a annoncé Bugatti? Eh ben ils l'ont fait. 550 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 5 et à sa sortie le titre de voiture la plus rapide du monde. Le nom de la voiture est simple, EB, directement en hommage à Ettore Bugatti, et 110 pour les 110 ans de sa naissance. Le B110 est né, et le B110 est une voiture fascinante. À sa sortie, le B110 est une voiture surréaliste. C'est impossible que ça existe, et elle existe. Exactement comme l'a fait la Type 41 à son époque. Anecdote au passage, mais si la voiture est surréaliste, la présentation l'est tout autant. La voiture est d'abord présentée au Grand Palais à Paris, ce qui, excusez-moi, est quand même un peu sympa, quoi, c'est un petit peu de la gueule quand même, pour ensuite descendre des Champs-Élysées avec, excusez-moi, Alain Delon à l'intérieur. Toute l'aventure Bugatti avec Romano Artioli est une folie du début à la fin. Alain Delon sur les Champs-Élysées dans une EB110. Vous pensiez jamais que j'allais dire cette phrase? Elle est vraie. Il n'y aurait pas eu des traces vidéo de ça? Jamais vous me croyez. Anecdote au passage, mais l'EB110 sera tellement exceptionnelle qu'elle aura même un record de vitesse sur glace avec pneus non cloutés. Alors je savais même pas qu'il existait une catégorie vitesse sur glace en pneus non cloutés, mais visiblement si, et le B110 l'a eu. Autre anecdote d'ailleurs qui a strictement rien à voir, mais le record sera repris par une Audi RS6, beaucoup plus tard. Voilà. Sur le papier, la nouvelle aventure Bugatti ne peut que réussir, parce que je vous rappelle qu'ils viennent ni plus ni moins que de pondre la meilleure voiture du monde. Et ça va pas s'arrêter là. Pour vous situer à quel point la voiture a du flow, à quel point Bugatti a marqué son époque, mais le client le plus célèbre de la marque ne sera autre que Michael Schumacher. Il était tellement fan de la voiture, il avait tellement envie d'en avoir une qu'il l'a payée cash, sans remise, genre il voulait juste en avoir une. Et il a même accepté gracieusement que la remise de la voiture soit publique, juste parce qu'il est fan. Et même si le B110 est une voiture exceptionnelle, elle va recevoir un avis du public plutôt frais. Déjà, le B110 est une débauche technologique et c'est quelque chose qui a plutôt fait peur aux acheteurs potentiels. En fait, ils ont plutôt eu peur d'avoir plein de problèmes. La voiture est lourde et à l'époque, le poids est un vrai critère et la voiture sort au pire moment. En 87 intervient un krach boursier qui va durablement impacter l'économie. Et toutes les concurrentes de l'EB110 vont prendre cet effet en pleine tête, que ce soit la Jaguar XJ220 ou encore la McLaren F1. Et en parallèle de ça, et même si ça n'a jamais été prouvé, ça reste que des spéculations de Romano Artioli, l'aventure EB110 aurait été sabotée par Ferrari. Pour rappel, mais Romano Artioli, c'est le plus grand concessionnaire Ferrari du monde, et Ferrari, ils ont pas très bien pris l'aventure Bugatti, ils ont pas trop aimé. Que le mec qui vend le plus de Ferrari au monde crée un concurrent pour tuer Ferrari, ça c'est pas trop passé ça. Romano Artioli a déclaré à plusieurs occasions que Ferrari aurait fait pression. Déjà pression sur les clients, c'est-à-dire que s'ils achètent une Bugatti, ils pourront plus acheter de Ferrari, et en faisant même pression sur les fournisseurs. Alors encore une fois, ça reste une histoire de Romano Artioli. Évidemment que Ferrari ne s'est jamais exprimé sur ce sujet. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, mais à cette époque-là, Romano Artioli est un peu dans la merde financièrement. Alors déjà parce qu'il a dépensé énormément d'argent, mais aussi parce qu'il en perd encore plus à cause de la marque Lotus. Parce qu'il a racheté Lotus. Oui, je vous l'ai pas dit, mais le mec il a eu Bugatti et Lotus. Il aimait bien, il aimait la marque, il s'est dit tiens c'est cool, je vais acheter Lotus. Alors on n'a pas tous les mêmes mardis, hein. Il y a des gens qui achètent, je sais pas, une machine à café le mardi, et puis t'as Romano Artioli qui achète Lotus et Bugatti. Anecdote au passage, mais si jamais vous vous posiez la question pourquoi la Lotus Elise s'appelle Elise, c'est parce que Elise c'est la petite fille de Romano Artioli. Et à un moment on peut comprendre qu'avoir une marque en faillite c'est un peu lourd, deux marques en faillite ça fait beaucoup. Là à un moment faut avoir les reins, Romano Artioli il les a plus. En plus de perdre le soutien de Suzuki. Oui vous savez, la marque qu'il a importée et qui a apporté beaucoup de sa richesse, ils viennent de l'abandonner. On se rend pas compte à quel point tout est tombé sur le crâne de Romano Artioli en même temps. Genre en l'espace de 3 ans il est passé du mec le plus hype de l'industrie automobile à mec qui a plus rien. Bugatti aura le temps d'assembler environ 140 EB110 avant que la marque ne fasse faillite. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut reprocher plein de choses à Romano Artioli, mais pour le coup, il a vraiment respecté Bugatti. Bugatti, c'était déjà une marque qui faisait le maximum, qui faisait les plus belles voitures du monde, et Romano Artioli, il a refait la même chose. Et rien que pour ça, c'est magnifique. Et c'est d'autant plus dommage parce que d'après ce que j'ai entendu, le B110, c'est vraiment bien. Et même mieux que les Lamborghini et Ferrari concurrentes de l'époque. Et c'est encore plus dommage
quand on sait qu'à cette époque-là, Bugatti fabriquait la remplaçante de l'EB110, avec l'EB112, prototype de berline Bugatti V12 qui n'a jamais eu le temps de voir le jour, et dont j'ai eu la chance de monter dedans. J'ai eu la chance de monter dans une EB112. J'ai eu la chance de monter dans la Bugatti qui n'a jamais vu le jour sous l'ère Romano Artioli, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant que la marque coule, ils ont eu le temps de fabriquer des châssis, 2 châssis, qui n'ont jamais vu de moteur à l'intérieur. Et lors de la faillite de Bugatti, un riche propriétaire a réussi à récupérer un châssis de B112 et l'a complété avec un moteur V12. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, on sait même pas ce qu'il y a comme V12 à l'intérieur. À un moment, on a ouvert le capot, on a regardé, impossible de savoir ce qu'il y avait dessous. Et c'est en 1995 que Bugatti meurt à nouveau. Mais pas pour longtemps. C'est seulement 3 ans plus tard, en 98, qu'un homme va racheter la marque Bugatti. Un certain Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch, c'est le petit-fils de Ferdinand Porsche, le créateur de la marque Porsche. Et disons que Ferdinand Piëch, si jamais vous avez pas suivi l'histoire, il est un peu boulardesque. 3 fois rien, très léger, très léger. Parce qu'après être devenu le directeur de Volkswagen et avoir racheté Audi, Seat, Skoda, Lamborghini et Bentley, Ferdinand Piëch, il était pas content. Ferdinand Piëch, je le vois vraiment comme Thanos, tu vois, il a vraiment les pierres d'infinité et il lui manquait la pierre, il lui manquait le truc de ouf, tu vois, vraiment le joyau. La chose qui manquait à Ferdinand Piëch, c'était Bugatti. Ferdinand Piëch est en mission pour réaliser son projet. Avoir dans le même groupe la voiture la plus économique du monde. Alors moi aussi ça m'a surpris quand j'ai appris ça, mais c'est ce qu'il voulait. Avec pour objectif de consommer moins d'1 litre au 100 de carburant. Et il y arrivera d'ailleurs quelques années plus tard avec la Volkswagen XL1. Et de l'autre côté du spectre, la voiture, la plus. Mais la plus... tout. Avoir la meilleure voiture du monde ne veut pas dire que t'as pas de défaut, ça veut dire qu'elle est mieux que les autres. Pas chez Ferdinand Piëch, non. Ferdinand Piëch, il veut la voiture la plus. C'est comme sur un jeu quand t'as des specs, tu vois, ta vitesse, accélération, poids, tout ça, tout est à fond. Ferdinand Piëch veut fabriquer la voiture la plus chère, la plus puissante, la plus rapide et la plus luxueuse de l'histoire de l'automobile. Le potard était déjà sur 10, il l'a poussé à 11. Ferdinand Piëch. Je l'adore. Je suis fan en fait, je suis complètement fan. À cette occasion et dans le respect de la tradition Bugatti, l'usine va revenir à Molsheim, c'est-à-dire que Ferdinand il a envie de faire le max, d'accord? C'est pas une question, tout est à fond. Entre 98 et 2001, c'est 4 concept cars qui vont être présentés pour annoncer le futur de Bugatti. Et pour voir si les gens étaient plutôt réceptifs au nouveau design qui est quand même un peu particulier. Enfin, quand tu vois la gueule des concepts, je pense pas qu'on puisse dire que c'est joli. Disons que c'est personnel. Et c'est en 2005 que Bugatti va officiellement présenter son nouveau modèle, la Bugatti Veyron, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, et j'ai même eu la chance de la conduire. 16 cylindres, 8 litres de cylindrée, 64 soupapes et 4 turbocompresseurs. 4 roues motrices, boîte DSG à double embrayage 7 rapports, ce qui est d'ailleurs au passage une première mondiale. Frein carbone céramique et aéroactive, la voiture ne rassemble que le meilleur. Et ça va se voir sur les chiffres. 1250 Nm de couple, 1001 chevaux. À notre époque, on a oublié à quel point 1000 chevaux c'est énorme, mais en 2005, 1000 chevaux, c'est pas possible. Et Bugatti l'a fait. Petit rappel, mais la voiture la plus rapide du monde à cette époque-là, c'est la McLaren F1, qui plafonne à un peu plus de 600 chevaux. On parle d'une voiture qui met quasiment 400 chevaux dans la tête à la voiture la plus rapide du monde. Oui, parce qu'en plus d'avoir pris le titre de la voiture la plus rapide du monde, c'est aussi la voiture la plus puissante et la plus chère, avec 1 million d'euros hors taxe. C'est d'ailleurs un autre truc qui choque moi 20 ans plus tard, c'est-à-dire que 1000 chevaux à l'époque c'était ouf, aujourd'hui c'est ok. 1 million d'euros aujourd'hui pour une caisse, c'est étonnamment souvent atteint. Mais au final, le truc qui est peut-être le plus impressionnant avec la Bugatti Veyron, c'est peut-être même pas sa puissance, pas son prix, pas sa vitesse, c'est qu'elle est facile. N'importe qui peut conduire une Bugatti Veyron sans se faire peur. La voiture est accessible. Tu as acheté la voiture la plus rapide du monde de loin et tout le monde peut la conduire. Ça, c'est le tour de force de la Bugatti Veyron. Au passage, j'ai 2 anecdotes sur la Bugatti Veyron, mais déjà à la base, la voiture était réfléchie pour avoir un 18 cylindres. Ça, c'est Ferdinand Piëch, ça je le reconnais tout craché. L'architecture de la voiture de luxe ou très haut de gamme ou très performante, c'est le V12, c'est le truc qui claque. Mais d'une certaine façon, dans le monde du luxe, le V12 c'est une sorte de norme. Et Ferdinand Piëch, il voulait pas que la Bugatti Veyron soit une norme, genre la honte, genre avoir un V12 comme les autres là. Il a donc réfléchi à un V16, 16 cylindres, c'est un truc que tu vois jamais, mais c'est un truc que t'as déjà vu. Alors c'est très rare, mais il y a des voitures qui existaient avec des 16 cylindres, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'automobile. Et c'est pour cette raison que tous les concepts qui sont sortis avant la Bugatti Veyron dont je vous parlais à l'instant, sont sortis avec des 18 cylindres à l'intérieur. Ferdinand Piëch, il voulait un truc jamais vu. 16 cylindres, on l'a déjà vu, il y a 100 ans certes, et ça n'avait strictement rien à voir, 18 cylindres, on l'a jamais vu. Bon,
bon, après il y a eu la réalité technique et ils se sont rabattus sur un 16 cylindres. Visiblement, on n'a pas tous la même définition de se rabattre, mais bref. Et l'autre anecdote que j'aime beaucoup, c'est que si la Bugatti Veyron atteint 407 km/h, c'est pas un hasard, parce que 407 km/h, c'est la vitesse la plus élevée qu'on ait jamais atteint sur le circuit du Mans. Et Ferdinand Piëch, il voulait absolument faire un clin d'œil à ça. Il a créé une voiture tellement dingue qui peut se permettre de faire ce genre de référence. Comme si demain tu faisais une référence à une fusée. Ah ouais, la fusée? Bon, on a les mêmes moteurs, nous. Oui, on a fait une petite ref en fait. Le coût de développement de la Bugatti Veyron serait estimé à environ 1,5 milliard d'euros. C'est comme ça qu'en 2005, Bugatti, et de façon plus large Volkswagen, va marquer un grand coup dans l'histoire de l'automobile. Avant la Bugatti Veyron, on parlait de supercar, après on a parlé de hypercar. La Bugatti Veyron est une voiture qui va être commercialisée pendant très longtemps, et qui va connaître pas mal d'évolutions. En 2010 par exemple, en passant la barre des 431 km/h avec une version super sport. J'aime beaucoup l'anecdote sur ce record de vitesse à 431, déjà parce que la Bugatti Veyron s'est repris elle-même le record de vitesse. Il y a quand même pas beaucoup de gens qui peuvent avoir un record de vitesse, te battre toi-même, c'est pas mal. Mais surtout, le directeur technique de Bugatti à ce moment-là qui a déclaré « Nous pensions atteindre les 425 km/h, mais comme les conditions étaient vraiment idéales aujourd'hui, on s'est permis de faire un peu mieux. » Ouais, on avait prévu 425, on a fait 431. Aujourd'hui, il faisait beau, puis il n'y a pas plu depuis longtemps, ça nous aide bien, ça. Et même si aujourd'hui, la Bugatti Veyron est devenue une voiture assez iconique, à l'époque, et un peu à la star de l'EB110, la réception était plutôt fraîche. Même si, encore une fois, tout le monde s'est accordé sur le fait que la voiture était un peu extravagante, peut-être un petit peu hyperlative, tu vois, bah justement, c'est ce qu'on lui a reproché. On lui a reproché d'être moche, et ça, pour le coup, je peux pas tellement lui enlever, parce qu'aujourd'hui, on s'est habitué au design, ça fait longtemps qu'on les voit. Pardon, mais 2005, c'est la sortie de la Ford GT, qui a quand même un peu une autre gueule, la Lamborghini Gallardo, qui est quand même assez jolie, la 911 997, qui est sympa aussi, tu vois, c'est des belles caisses. Et même si, encore une fois, la voiture est exceptionnelle, ça va être un échec commercial. Il va falloir à Bugatti 10 ans pour écouler les 450 exemplaires de sa Bugatti Veyron. 450 exemplaires en 10 ans. Et c'est comme ça que Bugatti va avoir recours à une technique bien connue dans le monde de l'automobile, mais qu'on voyait en général plutôt sur des 205 ou des Citroën Saxo, les séries limitées. La Bugatti Veyron va connaître une liste interminable de séries limitées dans l'espoir d'écouler des stocks. C'est-à-dire tu fais un modèle unique, comme ça moi il est un peu spécial, et tu refais ça pour tous ceux qui te restent à vendre. Et il y en a eu beaucoup à vendre, beaucoup. Bugatti Veyron pur sang, sans bleu, sans noir, sans d'argent. Alors je sais pas ce qu'ils ont à propos du sang, mais ça a l'air d'être très récurrent quand même. Bleu centenaire, l'or blanc, Hermès et même une version Epson. Les imprimantes, elle est pas officielle. C'est pas une version officielle. Il y a quand même eu une version Epson. Même la police de Dubaï en a eu une. On est dans une timeline où on a eu une Bugatti Veyron de police officielle. Alors qui a jamais servi à une intervention. C'est juste pour le show, parce que c'est Dubaï. Mais ça existe. Ça a été une voiture de police, tu vois. Ce sera le 23 février 2015 que Bugatti écoulera sa dernière des 450 Bugatti Veyron avec une édition La Finale. D'ailleurs, je suis en train de lire mes notes, il y a une anecdote que je vous ai pas donnée, mais pour réserver une Bugatti à l'époque, c'était 300 000 € d'acompte. Voilà, ça va vous? Moi ça va. Je rappelle quand même que Volkswagen a mis plus d'1,5 milliard dans le projet Veyron et n'en a jamais revu la couleur. Jamais. C'est-à-dire que c'est une machine à brûler du cash. Que tu sois Volkswagen, c'est pas le problème. Ils ont de l'argent, on le sait, mais cramer 1,5 milliard par ego, ça commence à poser des questions. Et je sais pas si vous connaissez la théorie du jus d'orange. De son vrai nom, la théorie des coûts irrécupérables, qui dit que quand tu viens de dépenser de l'argent pour un truc qui ne marche pas ou qui te plaît pas, bah tu peux être tenté d'aller encore plus loin. C'est comme prendre un jus d'orange en terrasse. Admettons que vous êtes à la terrasse d'un bar et vous prenez un jus d'orange parce que vous aimez bien le jus d'orange, vous trouvez ça très bon et on vous sert un jus d'orange, sauf que le jus d'orange qu'on vous sert, il est vraiment pas bon et à chaque gorgée que vous allez prendre de jus d'orange, vous allez faire la grimace, sauf que ce jus d'orange, il vous a coûté 5 € et ça fait chier de jeter 5 €. Et alors vous allez être tenté à un moment de boire le jus d'orange. Et la théorie du jus d'orange, elle est là. Vous vous imposez de boire un truc qui est pas bon, c'est-à-dire de passer un mauvais moment, sous prétexte que vous l'avez payé. Et vu les sommes astronomiques engagées par Bugatti dans le développement de la Veyron, Volkswagen va se poser la question d'y donner une suite. C'est complètement con comme réflexion, parce que je vous rappelle que la Veyron ne se vend pas. Et tu vas redépenser de l'argent pour refabriquer une voiture qui ne va pas se vendre. C'est le jus d'orange, c'est le jus d'orange, on l'a tous fait le jus d'orange. Et c'est en 2016 que Bugatti va présenter sa nouvelle Chiron, qui est une sorte de grosse mise à jour de la Bugatti Veyron. J'en profite au passage pour préciser que c'est bien Bugatti Chiron et Bugatti Veyron, parce que le nombre de fois que j'ai entendu Bugatti Veyron, Pierre Veyron et Louis Chiron étaient des pilotes pour Bugatti, et c'est en hommage à leur nom qu'on a nommé ces véhicules comme ça. La Chiron va reprendre les grandes lignes de la Veyron en l'améliorant un peu partout. 1500 chevaux au lieu de 1200, enfin 1500 quand même, hein, ça commence à causer. 1600 Nm de couple, boîte DSG 7 rapports améliorée, 420 km/h en pointe limitée électroniquement, et 0 à 100 expédié en 2 secondes 4.
4. En gros, la Bugatti Chiron, c'est une sorte de Maxi Veyron mise à jour. Et vendue 2,5 fois plus cher. Ah oui, parce que le prix aussi, il a augmenté. La Bugatti Veyron, c'était 1 million d'euros hors taxe dans sa version de base, là c'est 2,5 millions hors taxe. Et je suis très content de vous dire que contrairement à la Bugatti Veyron, la Bugatti Chiron était plutôt un succès. Le truc quand même qui va un peu changer avec la Bugatti Chiron, c'est que la Veyron était vraiment dans l'objectif de faire des VMAX, d'abord à 407 et ensuite à plus de 430. L'objectif c'était de faire une voiture rapide. Ce qu'ils vont pas faire avec la Bugatti Chiron, enfin pas dans un premier temps. À la surprise générale, mais la Bugatti Chiron va être annoncée à 420 km/h, bridée. Genre elle est moins rapide que celle d'avant et c'est ok, c'est assumé. Et le pire c'est que Bugatti a déclaré que ça servait à rien de faire des grosses vitesses. Alors de la part du mec qui vient de me péter 2 fois le record, je suis pas sûr de l'argument, mais si ça te fait plaisir, y a pas de problème. Moi ça y a pas de problème. Sauf que l'ADN de Bugatti c'est quand même un peu les records, il faut quand même que la voiture elle pète un truc. Alors ils vont inventer une épreuve. C'est en 2017 que Bugatti va battre le record du 0,400 pour la première fois de l'histoire. On avait quand même Juan Pablo Montoya et la Bugatti Chiron va faire le 0,400 à un peu plus de 40 secondes, ce qui encore une fois va être un record mondial. Parce que personne n'a été là pour le tester. Record qui sera battu quelques années plus tard d'ailleurs par Koenigsegg en lui mettant une vilaine claque. Genre vraiment il y a un vrai écart entre les deux, la Koenigsegg elle marche fort. Et si je vous parle de ce record, c'est principalement pour la vidéo du record, qui est l'une de mes meilleures expériences automobiles. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. La vidéo est incroyable. On peut d'ailleurs se poser la question au passage de comment ils ont fait pour faire ce plan. Et oui, parce que tu dois avoir une voiture qui est au moins aussi rapide qu'une Bugatti Chiron pour filmer cette Bugatti Chiron. Mais ils ont pris une autre Bugatti Chiron. Il y a 5 millions d'euros de bagnole qui roulent pour faire cette vidéo. On n'a pas les mêmes budgets sur Sylvain Live, ok? Après quand même le concept de dire oui mais nous on n'est plus trop dans la vitesse, on va faire des trucs différents, 0,400, ça a explosé en 2019. Il y a un moment ils en ont eu marre et puis ils ont vu les petits concurrents qui venaient voir là, genre des gens qui pouvaient aussi atteindre 400 km/h et ça Bugatti ils ont pas aimé du tout, alors ils ont fait 490. En fait, chez Bugatti, ils en ont eu marre de jouer à la dinette et ils se sont dit tiens, on va faire une version de la Chiron qui va vraiment vite, genre 300 plus. Mais le 300, c'est pas des kilomètres/heure, c'est des miles. Ça là, ouais, c'est 4,90 et plus. Bon, elle doit faire plus, mais vous savez, nous on n'a pas essayé, en fait, on est Bugatti, on n'a pas le temps. Le flegme qu'il faut pour s'arrêter à ça des 500 et de dire ouais, mais pas important, on s'en fout. C'est aussi à cette période que Bugatti va commencer, pour la première fois de son histoire, à proposer des one-off, c'est-à-dire des modèles spéciaux dérivés du modèle qui est déjà en vente. On peut par exemple citer la Bugatti Divo, qui est une sorte de Chiron qui va un peu moins vite, mais qui tient un peu mieux la route dans les virages. Voilà, c'est une Chiron qui tient la route. 40 exemplaires, 5 millions d'euros. Ça va vous? Moi ça va. Allez, il fait chaud, on continue, d'accord? Il y a un truc un peu cool sur la Divo, c'est les feux arrière. Ça s'allume en fait petite brique par brique, apparemment ça a été un défi technologique de faire ça. Moi je roule en Twingo actuellement. Twingo 1, 16V, finition privilège, la direction assistée. Et moi les feux arrière, c'est pas une technique extrême pour les allumer, c'est une ampoule. 2 ampoules. On verra aussi apparaître une année plus tard la Cento Dieci, un hommage direct à l'EB110. C'est une sorte d'EB110 en 4K. J'aime bien le clin d'œil, j'aime bien la référence, mais en fait, pour 10 millions d'euros, je préfère acheter une EB110 et une Veyron et une Chiron. Et j'ai encore de la marge. Mais évidemment, le one-off qui a marqué les esprits, celui qui a fait extrêmement parler, c'est la voiture noire. La voiture noire en référence directe à la 57 SC. C'est en 2019 qu'est présentée la voiture noire. Et attention, le nom exact, c'est pas Bugatti voiture noire. Non, non, c'est la voiture noire, sans la marque. Genre, c'est inclus dans le nom que c'est une Bugatti. Ça peut être quoi d'autre? Je suppose quand même que sur la carte grise, c'est marqué Bugatti, parce qu'il faut bien marquer quelque chose légalement parlant, mais commercialement, le nom officiel, c'est la voiture noire. 16 millions d'euros. Ce qui en a fait la voiture neuve la plus chère à son époque. Exemplaire unique. Mais le truc que je trouve vraiment intéressant avec la voiture noire, c'est pas forcément le prix, c'est pas forcément le côté exclusif, c'est que c'est la première voiture de Bugatti à sortir du programme solitaire. Alors j'en profite, c'est la première fois qu'on fait ça dans un VTEC, mais on va faire un guide achat. Comment on achète une voiture chez Bugatti. Figurez-vous qu'avant d'écrire cet épisode, je ne savais pas comment on achète une Bugatti. C'est vrai que je m'étais jamais intéressé à la question, alors je vais vous donner des petits conseils d'achat, tu vois, des petits tips. Si demain vous êtes amené à aller chez Bugatti pour acheter votre nouveau véhicule, vous avez 3 options pour le faire. Et la première option, c'est d'acheter une Bugatti basique, tu vois, la Bugatti du pauvre, la vulgaire Bugatti Chiron, ah. Et avec le modèle de base, vous avez des options de base, c'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez la personnaliser, changer la couleur, la sellerie, l'intérieur, tout ça, mais ça restera une Chiron, c'est-à-dire que ça restera la même Chiron que les autres Chirons. Vous n'êtes pas dans l'exclusivité, en fait, vous êtes dans une voiture standard. 3 millions d'euros, hors option,
hors taxe, hors malus, hors carte grise. On parle de prix qui sont bien évidemment astronomiques. Sachez quand même que pour la blague, une Bugatti Chiron de base, c'est 214 chevaux fiscaux. Votre voiture ne fait sûrement pas 214 chevaux. La Chiron fait 214 en fiscaux. On va tous ensemble simuler le coût d'une carte grise de Bugatti Chiron 300+, parce que la 300+, c'est 296 chevaux fiscaux. Voilà, véhicule de tourisme, ouais. Quelle est la source d'énergie? Essence. Quel est le taux d'émission en CO2? Oui, c'est vrai, c'est bien. Ah, bah, tu vois, j'ai pas l'info. 553 grammes au kilomètre. La carte grise d'une Bugatti Chiron 300+, c'est 20 000 €. Je pense que 70% des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas une voiture à 20 000 €. C'est le prix du papier. Ça, c'est la première façon d'acheter une Bugatti, c'est le modèle de base. Et tu te retrouves avec une Bugatti Chiron, comme tout le monde. Sauf que toi, ça te plaît pas. Toi, tu veux un modèle un peu unique. Toi, tu veux avoir quelque chose quand même de différent. Vous méritez mieux qu'une Bugatti Chiron de base. Eh bien, figurez-vous que Bugatti a prévu la solution avec le programme sur mesure. Par exemple, et elle a été dévoilée la semaine dernière, mais la Bugatti Mistral l'or blanc sort tout droit du programme Bugatti sur mesure. En gros, pour la faire simple, vous achetez une série limitée. Ça reste une Bugatti de base, entre guillemets, ça reste un modèle standard, mais elle est tellement personnalisée qu'elle a son petit nom à elle. Par exemple, sont sortis de ce programme la Chiron pur blanc, la Chiron vague de lumière ou encore la Grand Prix. Tous ces modèles-là sont issus du programme sur mesure. En fait, vous faites votre série limitée, c'est-à-dire vous faites le petit nom qui va bien. Ah oui, au fait, le prix, pardon, j'en ai pas parlé. À partir du programme sur mesure, les prix ne sont plus annoncés, c'est des prix sur demande. Ça se fait bien dans les trucs de luxe, mais je pense quand même qu'on peut estimer le prix à x2. Une Chiron de base, c'est 3,2 millions, une Chiron AMG++ PACM, c'est au moins, je pense, 6 millions. Hors option, hors taxe, hors malus. Sauf que vous, le programme sur mesure, ça vous convient pas. Vous, le programme sur mesure, c'est encore trop pauvre. Vous avez encore une Chiron. Vous voulez vraiment votre voiture, genre une voiture que personne d'autre n'a. Non, parce que t'es bien gentil, mais ta Chiron peinte en blanc, déjà, elle a encore le nom Chiron, et ça, c'est vraiment pas ouf. Et puis, c'est juste une peinture, quoi. C'est pas assez exclusif. Vous voulez être le seul à avoir cette Bugatti-là. Il y en a une et elle est à vous. Vous êtes alors dans le programme solitaire. Le programme solitaire chez Bugatti vous donne le droit de faire ce que vous voulez. Esthétiquement, on touche pas au moteur, on n'a pas le droit. Le moteur, ça reste le même pour tout le monde. Mais par contre, esthétiquement, tu peux faire ce que tu veux. La voiture noire dont on parlait à l'instant sort du programme solitaire. Il s'agit d'une commande du programme solitaire qui a été honorée à un seul exemplaire. Et c'est la première de ce genre-là. On peut citer par exemple la très récente FKP Hommage, Ferdinand Karl Piëch. Exemplaire unique qui rend hommage à Ferdinand Piëch et sa création, la Bugatti Veyron. Personnellement, je la trouve exceptionnelle. On peut aussi citer dernièrement la Bugatti Brouillard qui, elle aussi, sort du programme solitaire, que je trouve pour le coup beaucoup moins réussi. Enfin, tu me la donnes, je la prends. Si tu veux, là, je roule en Twingo, donc il y a un moment, je la prends, mais... Et grâce au programme solitaire, vous pouvez vous créer votre Bugatti unique. D'ailleurs, Bugatti s'est engagé à ne faire au maximum que 2 programmes solitaires par an, c'est-à-dire qu'il ne peut sortir par an que 2 véhicules uniques spécifiques. Ce qui sous-entend également au passage que même si vous avez l'argent, vous ne serez pas forcément sélectionné. Parce que oui, on rentre dans ce genre de club, c'est-à-dire que là, c'est même plus une question d'argent. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir l'argent et la notoriété pour pouvoir avoir accès à ça. Le prix n'est toujours pas affiché, naturellement, ils l'ont pas affiché avant, ils vont pas l'afficher maintenant, mais je pense qu'on commence à discuter à partir de 10 millions. Et à mon sens, 10 millions, c'est le minimum. Je pense que c'est le ticket d'entrée, c'est-à-dire le moment où on commence à te donner l'heure. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir, ça veut pas dire qu'elle sera chouette, ça veut dire que peut-être on te dira bonjour. Peut-être. Et on arrive maintenant à la fin de cet épisode et on peut se poser la question, quelle va être la suite de Bugatti? Et ben justement, il y a des choses à dire. Parce qu'en 2021, c'est-à-dire quand même assez récemment, Volkswagen a annoncé vendre Bugatti à un Croate, Rimac. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Rimac et de leur modèle, la Nevera, qui est une voiture 100% électrique et qui a peut-être été la voiture la plus performante du monde. Oui, parce qu'en fait, ils ont fait une sportive de 1900 chevaux. Alors vous le savez, les voitures électriques, c'est pas forcément ma grande passion, même si en soi, j'ai rien contre. Et la Rimac Nevera, putain, j'aimerais bien essayer quand même. 1900 chevaux, 0 à 100 en moins de 2 secondes, et apparemment, pour avoir rencontré une personne qui a pu l'essayer et mettre pied dedans à fond, il a pas réussi à respirer. Oui, mais on est à ce niveau-là. Là, je me dis, ouais, ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et au-delà du fait qu'ils aient recréé le Concorde avec un volant et un Apple CarPlay, Rimac a une vraie compétence dans les voitures électriques. Et c'est pour cette raison que Volkswagen a accepté de vendre la marque à Rimac. Parce que le futur de Bugatti passera par l'électricité.
Enfin, pas tout de suite en tout cas. Peu de temps après, en 2022, Bugatti va proposer la W16 Mistral, c'est-à-dire le dernier modèle équipé du moteur W16. La Mistral, c'est un roadster limité à 99 exemplaires, et si je vous en parle, c'est qu'ils se sont permis, juste avant de partir, de faire un dernier record. Parce qu'en vrai, pourquoi pas, un petit record avant de laisser la W16 au garage, allez, ça se fait. C'était le 9 novembre 2024 avec un record à 453 km/h, ce qui en fait le cabriolet le plus rapide du monde, encore aujourd'hui. On peut aussi noter dernièrement la Bugatti Bolide, version radicale exclusive au circuit de la Bugatti Chiron, 1800 chevaux, 1800 kg. Et c'est en juin 2024 que sera présentée la nouvelle future Bugatti, la Tourbillon, la première Bugatti hybride de l'histoire. V16 Atmo 8 litres 3, V16, hein. C'est pas un W16, c'est pas la tricherie Volkswagen, c'est V16. 3 moteurs électriques, 1800 chevaux. Dans sa version de base, je vous rappelle qu'à chaque fois, il dévoile des modèles au fur et à mesure encore plus énervés. Autant le V16, je suis super fan, autant le nom Tourbillon, ça c'est pas possible, hein. Vous savez pourquoi ils ont appelé la nouvelle Bugatti Tourbillon? C'est en hommage à un mouvement horloger. Nous, on a décidé de lui donner un nom de montre, parce que les 100 ans d'histoire, en fait, nous, on s'en fout. Je pense sincèrement qu'Ettore, il se retourne dans sa tombe. Le mec, il t'a fabriqué la 41 et la nouvelle Bugatti, c'est le nom d'une montre. Elle a donné l'heure. Même un nom de train, ça aurait été plus pertinent. Alors je veux bien l'essayer quand même. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi demain, vous m'en prêtez une, je la roule. Alors je me plaindrai du nom, mais je la roulerai. Avec plaisir, j'en ferai une vidéo. Et je paye moi-même le déplacement, je paye tout. T'inquiète pas, je paye tout. Tout le circuit, le déplacement, tout. Et on va terminer cet épisode sur la dernière actualité de Bugatti, parce que oui, il y a eu une actualité Bugatti. Alors déjà, il y a les mulets de la Tourbillon, donc ça avance. Il y a la dernière Bugatti, l'or blanc, peinte en blanc, je sais pas quoi, là, en dernier hommage, tout ça. En vrai, on s'en fout un peu. Et Bugatti a été revendu. Encore. Ça fait beaucoup. Alors, j'ai rien compris. Je vais vous la faire très simple parce que c'est littéralement incompréhensible. En 2021, Porsche possède une partie de Volkswagen, qui possède aussi une partie de Porsche, qui possède aussi une partie de Bugatti, que Porsche possède aussi. Bref, tout le monde a un peu de tout le monde. Une sorte de giga partout, c'est super. À partir de 2021, c'est joint venture avec Rimac. C'est une sorte de fusion qui englobe, c'est-à-dire ils fusionnent, donc ils sont 50-50, mais il y en a un qui bouffe l'autre, et à la fin, c'est Rimac qui l'a. C'est comme ça qu'est apparu Bugatti Rimac. Très récemment, le 24 avril 2026, Porsche a annoncé la cession de ses 45%, parce que Rimac avait 55 et Porsche 45, et ces 45, Porsche les vend. Mais ils l'ont pas vendu à Rimac, ils l'ont vendu à HOF Capital, un fonds d'investissement américain. Action qui, je trouve, est peut-être un peu flippante. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas vendu une marque avec autant d'histoire, autant de pédigré, autant de poids sur les épaules à un fonds d'investissement américain, qui par définition est là pour faire de l'argent, ce qui n'a jamais vraiment été le cas dans toute l'histoire de Bugatti. On parle quand même d'une marque qui existe depuis plus d'un siècle et qui n'a jamais été rentable. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer avec Bugatti dans les prochaines années, et ça va bouger très rapidement en 2027. En tout cas, avec cet épisode, vous avez les éléments pour comprendre à quel point ils vont foirer la marque. Allez, moi je suis super négatif, mais je le vois tellement mal venir. Oh, je sais pas vous, moi je le vois gros comme une maison. Bien sûr que ça va mal finir. Elle a le nom d'une montre. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre en commentaire les différents sujets que vous voulez qu'on aborde. Pensez au petit pouce, l'abonnement, on est quasiment à 2 millions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous. Ram boom ba ba ba.